l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi est officiellement en dehors de la course au titre. Bon, je sais que là, beaucoup vont rire, et c'est tout à fait normal. Personne croyait cette équipe capable d'aller chercher les champions comme Lille, Monaco et Lens l'ont fait dans le passé avec plus ou moins de succès, mais les 10 points d'écart avec le PSG ne sont même pas la pire nouvelle de ce week-end. Avec sa défaite totalement méritée au vu de la fameuse prestation contre l'OGC Nice, où tu t'es littéralement fait rouler dessus comme à Auxerre, montrant que De Zerbi retient vraiment pas les leçons, un nouveau concurrent au podium est apparu, et cela juste avant d'affronter l'Olympique Lyonnais avec un Pierre Sage qui vient d'être viré. Alors, si dans ma dernière vidéo bilan, j'ai présenté les Phocéens comme une équipe et un club en progression, que faut-il améliorer et surtout, comment faut-il le faire afin d'être enfin au niveau attendu? Donc prends-toi un truc à manger, cale-toi bien dans ton siège et parlons rapidement de l'OM en évoquant les points que je n'ai pas évoqués la dernière fois. Effectif vidé avec de très nombreux départs, réinvestissement conséquent pour reconstruire l'effectif sous l'impulsion de Benassia, nouveau coach implantant petit à petit ses idées en découvrant son équipe et en adaptant son jeu aux forces disponibles, nouveau leader tactique, technique et d'expérience offrant une base plus solide sur laquelle retomber en cas de problème, continuité offerte aux meilleures centrales de Ligue 1, devenant ton capitaine, je l'ai déjà dit mais cet été, beaucoup de choses ont changé en très peu de temps comme à chaque mercato estival. L'adaptation à tous ces changements de la part du coach a donc été un peu plus longue que prévu, il a mis du temps à trouver ses marques sans pour autant être perdu au classement, et c'est lorsqu'il les a trouvées que tu as enfin pu voir de belles choses sur le terrain. Le jeu qui a d'abord été stérile et dépendant des éclats de génie de Greenwood et Rouli a finalement été amélioré par l'avènement de Luis Enrique, devenant une excellente solution à la construction, ou même plus haut en devenant un joueur décisif par la passe, et même le tir. Balerdi d'abord honteux a commencé à monter en puissance, notamment dans le domaine où il est le meilleur central de Ligue 1, son jeu de passe. Kondogbia a lui aussi beaucoup fluidifié le jeu statique de l'Italien en n'hésitant pas à faire certaines actions accélérant l'équipe, et Rongier a apporté la sécurité qui manquait au milieu de terrain. Tout cela bien aidé par les mouvements incessants de Rabiot, le jeu en soutien de Neil Maupay, pas excellent mais suffisant en Ligue 1 pour son rôle de suppléant, et les quelques dépassements de fonction de Murillo. L'OM avait trouvé sa formule. L'OM avait enfin sa base sur laquelle construire, et petit à petit, il fallait travailler pour ajouter des variantes, intégrer d'autres idées afin de rendre l'équipe moins prévisible, moins lisible. La montée de Bilal Nadir par exemple a permis d'ajouter une variante au milieu avec un joueur meilleur offensivement balle au pied que ce qu'on avait. Le Marocain est clairement devenu une vraie option intéressante depuis son retour de blessure, mais il fallait plus, que ce soit en attaque ou même en défense, puisque tu étais encore sacrément fragile. Mais malheureusement, encore une fois à l'OM, le chemin de l'excellence n'a pas été celui choisi. Second de Ligue 1, la ligne directrice était de miser sur la montée en puissance collective afin de creuser l'écart avec les poursuivants pour sécuriser la qualification en Ligue des Champions. Avec un match par semaine, les bleus et blancs avaient un énorme avantage puisqu'ils avaient plus de temps pour travailler, plus de temps pour se reposer, mais comme d'habitude, ce temps supplémentaire, cette opportunité a été mal exploitée. Éliminé de la Coupe de France au tir au but contre un 11 aménagé de Lille, incapable de battre Strasbourg à l'aller comme au retour, et battu par Nice dans une humiliation provoquée par soi-même, la montée en puissance des Marseillais a clairement tapé un mur qui a fait mal et qui a ruiné tout le travail en amont. Ce mur, c'est celui qui a failli coûter la première saison de Sampaoli, c'est celui qui n'a absolument pas aidé à corriger la saison dernière, le temps redouté, mercato hivernal. Quand tu connais Pablo Longoria, tu sais que c'est le moment parfait pour qu'il ruine totalement son projet. Il l'a déjà fait à 3 reprises en allant chercher des Arkadiusz Milik, Vitinha, Encham, Faris Mumbania ou bien même des Jean Onana. C'est vraiment quelque chose qu'il ne sait absolument pas gérer et j'avais peur que cet hiver encore, il recommence. Eh bien je dois dire que même si ça me fait pas plaisir en tant que supporter, encore une fois, mon instinct avait raison. Quand tu regardes la dynamique actuelle du club et de l'équipe alignée, plusieurs problèmes apparaissent très clairement et expliquent pourquoi tu as tapé un mur. Déjà, l'Italien a été contraint de ne pas faire jouer 2 joueurs qui pourtant correspondaient plutôt bien à un manque dans l'effectif. Mbemba et Meite ne sont pas des top centraux mondiaux, mais ils avaient tous deux quelque chose à apporter. Mbemba notamment colle plutôt bien à ce que tu cherches au poste de central droit, le Congolais a l'activité et le jeu de passe qu'il faut, et quand bien même il commet des erreurs, je suis sûr qu'il aurait fait mieux que le titulaire actuel. Surtout que la concurrence les aurait poussés à faire mieux. Sans ces joueurs-là dans ta rotation, tu as donné des minutes et une vraie place dans l'équipe à des Ulysse Garcia, Paul Lirola et surtout Amir Murillo. Tactiquement, l'impact de ce choix explique les problèmes à la relance. Murillo n'est clairement pas un joueur adapté à ce rôle, mais difficile de lui en vouloir puisqu'il fait de son mieux. Et surtout, tu sens qu'il est à l'origine de la baisse de niveau récente du collectif, et notamment de Luis Enrique. En bloquant le jeu de passe déjà limité de Murillo, les adversaires ont réussi à couper le triangle, permettait les plus belles sorties de balles de l'équipe, ce qui a fait baisser le nombre de ballons touchés par les Brésiliens, et ce qui a affaibli l'équipe, ainsi que la prestation collective. Un problème tactique
tactique qui peut plutôt se résumer autrement, c'est-à-dire en point faible évident de l'OM, le manque de profil technique cohérent. Quand tu analyses l'effectif, c'est absolument flagrant, mais c'est surtout quelque chose qui n'a jamais été réglé par la direction. Individuellement, tu as beaucoup trop de joueurs qui tirent l'équipe vers le bas. Et je pense que l'indulgence qui leur a été offerte doit cesser. Le plus évident, c'est Lilian Brassier, le central qui t'a coûté le plus de matchs cette saison, puisque mentalement, il subit la pression. Balle au pied, il est incapable d'agir vite, de lever la tête, afin de trouver une passe intéressante. Mais surtout, il a une limite évidente dans son jeu, son physique. Que ce soit pour se retourner, contrôler ou accélérer, il y a clairement un problème de motricité, et je pense sincèrement qu'il est l'un des pires défenseurs qui ait jamais porté le maillot de l'OM. Défensivement, tu as donc deux joueurs plutôt incompétents, programmés pour jouer titulaire, un échec qui aurait dû être prévisible ou qui est passé entre les mailles de filet, ça arrive, et un joueur limité qui fait de son mieux et qui n'aurait jamais dû se retrouver à cette place. Je pense que c'est un problème que tu aurais dû éviter, et par chance, c'est aussi quelque chose que tu as su corriger en interne avec l'intégration de Kondogbia en défense, permettant de limiter un peu la casse. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes de l'OM, malheureusement plus haut c'est tout aussi problématique avec un Ilmopé, solution de remplacement, devenu titulaire alors qu'il n'a pas le rendement, pas le physique, pas les qualités pour l'être. Certes en tant que remplaçant il était absolument parfait, son passage en titulaire lui a fait mal. Et ce n'est pas le seul. Quentin Merlin est particulièrement neutre. Incapable de réussir 2 centres de suite, il a la particularité d'être un latéral qui n'est ni rapide, ni capable d'éliminer, ni capable de centrer loin, ce qui a rendu tout le côté gauche absolument stérile. Un point qui a aussi aidé l'adversaire à mieux cadrer le côté droit, où tout le danger résidait. Même avec 40 mètres pour tabasser son vis-à-vis sans soutien, Merlin fait une passe en retrait, et en tant que supporter couplé à un amoureux des joueurs de l'élimination, ça a vraiment le don de m'énerver. Un problème individuel, couplé à un choix tactique douteux, puisque au lieu d'intégrer un joueur capable d'éclairer techniquement ce côté, De Zerbi a rajouté un troisième milieu avec Valentin Rongier, et il a aligné Rabiot plus haut. Un choix payant, mais qui limite la créativité, la dangerosité de l'équipe, qui dépend donc entièrement de 3 joueurs. Balerdi capable d'alimenter le jeu par des passes sublimes, Greenwood et ses coups d'éclat offensifs, et évidemment, Rouli, qui semble vivre la meilleure saison de sa carrière. Si le duo Højbjerg-Rongier t'offre de la solidité, c'est à double tranchant puisque comme d'habitude avec Valentin, tu perds en créativité. Et Rabiot ne réussit pas vraiment à t'apporter, ou en tout cas n'y arrive que ponctuellement, et donc de façon trop rare. En soi, ce problème aurait pu être évité si Nadir prenait la place de Rabiot selon les rencontres. Mais malheureusement pour les supporters, le match contre Nice est arrivé. Un match qui a illustré tous les points plus haut. Brassier a tué l'équipe en commettant 2 erreurs qui offrent 2 buts. Balerdi a encore une fois laissé trop d'espace sur contre-attaque. La stérilité offensive a été fortement visible, notamment avec une performance moyenne de Luis Enrique. Rabiot n'a jamais impacté positivement la rencontre. Merlin a tué chacun des ballons qu'il a touchés. Et Mopé a perdu son duel contre le plus vieux défenseur du top 5 européen, la légende Dante. Un match qui fait mal, que ce soit au classement où tu as offert 3 points sur un plateau, à un rival qui savait qu'il allait gagner dès la compo, une défaite qui met un sacré coup au moral, mais une défaite qui risque aussi d'avoir une conséquence indirecte. Dès le début du mercato hivernal, il était clair que des mouvements étaient nécessaires afin de terminer la construction de l'équipe et aider le coach dans ses objectifs. L'idéal aurait évidemment été d'enfin faire le ménage dans l'effectif, d'enfin sortir les Lirola, Mbemba, Bamoumaïté et tous ceux qui le doivent, afin de réinvestir sur des profils plus intéressants. Mais très rapidement, les plans ont changé. Eli Wahi a été mis à la porte, les deux parties ont été d'accord sur le fait que poursuivre l'aventure n'avait aucun sens et son départ en Allemagne était une excellente opportunité pour les deux camps. Luis Felipe a débarqué libre pour offrir une solution en défense, mais n'est toujours pas prêt à jouer. Sternal, Mugue, Niakossi ont eux aussi quitté le club, et c'est tout. C'est tout depuis le lancement du mercato. Avec un chantier supplémentaire puisque l'équipe a perdu son buteur titulaire, les rumeurs ont fusé, mais rien n'a bougé. Voire même pire, la situation a empiré. Robinho Vaz, jeune talent acheté à Sochaux, a fait ses débuts, de bons débuts, montrant qu'il pouvait avoir un rôle sur la seconde partie de saison. La piste principale en piston n'a toujours pas été autorisée à partir malgré la signature de Tavin Range. La lenteur des négociations a permis à l'Inter Milan de se glisser dedans. Et cerise sur le gâteau, Jonathan Rowe, ton seul joueur capable de faire des différences, a complètement coulé, que ce soit mentalement ou techniquement. Sans poste depuis le passage à 3, l'Anglais a commencé à montrer que son début de saison était anecdotique, mis en avant par pas mal de supporters qui voulaient le voir titulaire, je sais pas pourquoi. Il a mangé pas mal de temps sur le banc, n'a pas su profiter de ses rentrées en jeu pour se mettre en valeur, et pire, chacune de ses entrées tue l'équipe offensivement. Il empile les erreurs, techniquement et collectivement il est horrible, et cette perte dans la rotation a fait sacrément mal. Avant tout cela, l'idée était de continuer sans recrue, avec seulement Vaz entrant dans la rotation, un choix évidemment logique, puisqu'une équipe qui gagne en surperformant n'a
absolument pas besoin de renfort. Et comme d'habitude, au lieu de prévoir les futurs problèmes, Longoria, en plus de les subir, en crée de nouveaux. La chute des résultats actuels qui était plus que prévisible vu le calendrier vient donc d'atterrir comme un coup de massue sur la tête de tout le monde. Dès la défaite, les rumeurs ont fusé. La direction qui voulait éviter un panic buy s'est retrouvée en pleine panique, bizarrement. Et comme à chaque fois durant les différents hivers, l'Espagnol nous montre qu'il n'apprend jamais de ses erreurs. Encore une fois, comme avec Kolasinac qui a mis 6 mois à se remettre en forme, il va falloir subir Murillo le temps que Luis Felipe remonte la pente physiquement. Encore une fois, la montée en puissance qui aurait pu permettre de sécuriser tranquillement la seconde place, si bien aidé par un mercato intelligent, va se transformer en lutte acharnée où malgré tous les avantages, l'OM va avoir du mal. Et encore une fois, un projet de Longoria va se casser la gueule à cause de sa propre incompétence. Après avoir failli tuer Sampaoli avec Milik, après avoir tué Tudor avec Vitinha et Malinowski, après avoir tué la saison dernière en empinant les mauvais choix, le bilan catastrophique de l'Espagnol continue d'être alimenté, mais caché par les faux exploits et une communication qui permet de mettre la faute sur les autres et jamais sur lui. L'OM, depuis des années patine, n'avance plus, reste coincé entre ce club mi-Europa League, mi-incapable de faire quelque chose en Ligue des Champions, mais ce n'est évidemment pas la faute de son président, incapable de enchaîner 2 mercatos corrects. La seule lueur d'espoir reste donc cette semaine de mercato restante et Mehdi Benatia. Pressé par le temps, les contraintes financières et les résultats en baisse, ça sent clairement la catastrophe, mais c'est aussi dans ces moments-là que les grands dirigeants se distinguent. Et si Longoria a montré à plusieurs reprises qu'il n'en était absolument pas un, le Marocain pourrait se faire un nom, comme a pu le faire un Grégory Lorenzi à Brest l'été dernier. J'ai peu d'espoir. Je pense perso qu'on va encore vivre une course qui n'a aucun sens alors qu'on avait les munitions pour tuer la saison, mais comme d'habitude quand il s'agit de l'OM, c'est mon cœur de supporter qui prend le dessus sur ma raison. Et peut-être que j'ai tort, mais je pense pas. J'espère que cette vidéo t'a plu malgré tout l'aspect négatif, mais après avoir fait l'éloge du projet dans ma dernière vidéo bilan, fallait bien que je parle des mauvais côtés. Et comme d'habitude avec Longoria, il y en a beaucoup. Bref, prends soin de toi et ta famille, profite de cette soirée de football, parce qu'il y a beaucoup de matchs, donne-moi ton avis dans les commentaires, et moi je te dis ciao.